Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, des parents heureux font-ils des enfants heureux? Évidemment, ça ne suffit pas forcément, mais ça y contribue grandement, reste à y arriver. C'est le sujet du livre de l'invité du Grand Oral, la psychologue Lénaïque Stephens. L'anti-sèche des Mag-Essel, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'eau. Les programmes sont ceux de géographie. L'heure de la récré est toujours avec Emma. On prend la clé des champs pour voyager à vélo avec deux étudiants qui vont rejoindre Toulouse à partir de Paris. Et puis rendez-vous enfin avec Marie-Olivier et son cours particulier, suite de notre série de portraits de grandes figures de la pédagogie. Aujourd'hui, Élisa Lemonnier, pionnière de l'enseignement professionnel pour les femmes. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. C'est presque un slogan de manif. Parents, soyez heureux. Ça sonne comme une injonction, un slogan. C'est le titre du livre de la psychologue Lénaïque Stephens. Il vient de sortir aux éditions Erol, le sous-titre Petit guide illustré pour se libérer de la bien-pensance parentale. Lénaïque Stephens, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. C'est quoi la bien-pensance parentale ? Alors la bien-pensance parentale, je dirais que c'est l'intégration personnelle des idées reçues de la société, de tout ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, etc. C'est l'intégration un peu du politiquement correct. Adapté à la parentalité. Donc, exemple, certaines années, c'est il faut absolument allaiter. Exactement. 3 ans après, ce sera il faut surtout pas d'ailleurs. Exactement. Quand un enfant, en fonction de son âge, a besoin de telle chose ou telle chose, effectivement, 5 ans après, non, finalement, c'est d'autres besoins. Ce sera autre chose. Il ne faut jamais dire non. Si finalement, il faut mettre plein de limites. Il faut mettre plein de limites. Donc voilà, c'est un peu l'intégration de toutes ces idées diffusées sur les médias et aussi entre parents et surtout sur les réseaux sociaux. Ouais, vous dites bien-pensance parentale, mais à vous lire, c'est quand même bien-pensance autour de la question. Il y a plus de pression sur les femmes, c'est la bien-pensance maternelle. Oui, tout à Beaucoup. fait. Alors moi, je pense que les papas ont un pouvoir un petit peu de décongestionner un petit peu toute cette bien-pensance. Mais aujourd'hui, les papas qui sont quand même très présents au quotidien avec les mamans, enfin qui sont très très impliqués dans leur parentalité, sont aussi victimes de cette bien-pensance parentale. Le vrai sujet de la bien-pensance parentale, les vraies conséquences, c'est que tout est mis un petit peu dans un même lieu, tout est mis au même endroit. Donc il n'y a plus du tout de nuance, tout est bien ou tout est mal. Et en fait, en réalité, les subtilités de la parentalité et des relations parents-enfants sont plus fines que ça et ont besoin d'être étudiées précisément. Et ça, en tant que psychologue, c'est quelque chose que vous voyez quand vous recevez les papas, les mamans. Bien sûr. Les mamans qui vous disent si je fais comme ci, comme ça, un tel ou une telle va me regarder de travers, ou je vais à l'encontre de ce que j'ai lu dans le dernier numéro de tel magazine. Bien sûr. Ils le disent vraiment. Les parents viennent pour ça, en fait. D'accord. Ils viennent parce qu'ils se posent énormément de questions, mais ce qui leur a mis la puce à l'oreille, c'est ce qu'ils ont lu dans les médias, c'est ce qu'ils ont lu sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'ils ont entendu avec d'autres parents. Moi, parfois, je donne des conseils aux parents. Votre enfant, là, il a besoin de limites. Là, votre enfant, il a besoin que vous soyez présent auprès de lui. Là, peut-être, il faut un peu moins travailler pour être auprès de lui. Et les parents me disent mais j'ai le droit, en fait. Je savais pas que j'avais le droit de donner des limites. Je savais pas que j'avais le droit de le prendre dans mes bras quand il pleure, etc. Mais donc, finalement, c'est plus difficile d'être parent aujourd'hui qu'hier, parce qu'on est en même temps 10 fois plus informé. Ouais, bien sûr. Moi, je trouve que c'est plus difficile pour plusieurs raisons, effectivement. Alors, il y a beaucoup d'informations déjà. Donc, il faut faire il y a trop d'infos, vous allez dire. Il y a beaucoup d'infos. À l'époque, c'était plus simple. Voilà. Et en fait, moi, j'en parle aussi à un moment. Je dis, est-ce que c'était plus facile avant ? On dit c'était plus facile avant. Avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, tout est montré, tout est vu, tout est analysé, tout est critiqué, du coup. Donc, puisque c'est vu, j'ai le droit de le critiquer. Donc chaque mère, chaque parent se dit mais aujourd'hui on va me critiquer, on va dire que ça c'est pas ok. Quand c'est pas les réseaux sociaux, c'est les copines. Quand c'est pas les copines, c'est la famille, etc. Et ça renvoie aussi plus généralement, vous en parlez aussi, à ce qu'on appelle la charge mentale. Ouais, tout à fait. Ouais. Effectivement, il y a aujourd'hui, je trouve une charge mentale qui est encore plus présente, qui est celle de la pression sociale, en fait. La pression sociale, la pression des autres parents, et qui est maintenant, aujourd'hui, intériorisée. C'est comme la bien-pensance parentale, qui est l'intériorisation du politiquement correct des idées reçues. Là, la charge mentale, c'est ça aussi. Découle de la bien-pensance une charge mentale assez importante.
C'est-à-dire, est-ce que je fais bien est-ce que je fais bien selon ce que j'ai lu, etc. Les bouquins, c'est très très fort. Ils influencent énormément les parents. Oui, mais là, vous en rajoutez une couche quand même. Hein. Vous imaginez, il y a des parents qui vont venir vous voir, qui vont vous dire, attendez, Lénaïque, vous m'avez écrit page 64, je ne sais quoi, et alors j'arrive pas, je souffre énormément. Alors ça, c'est effectivement, mon livre, le titre de mon livre, c'est une injonction. Ouais. Mais je réponds toujours que s'il y a bien une injonction à garder, c'est peut-être celle-ci. C'est peut-être celle-ci, c'est vrai. Celle d'être heureux. Et alors moi, je trouve que le problème, c'est pas forcément qu'il y ait plein d'injonctions, enfin, le problème, c'est pas les injonctions, c'est que c'est le nombre d'injonctions, et c'est des injonctions contradictoires. En réalité, les parents, un jour, ils vont lire ça, le jour d'après, ils vont lire ça un jour, ils vont lire ça d'un psy, le jour d'après, ils vont lire ça d'un thérapeute. Donc, ils sont perdus dans ces idées-là. Et il faut les aider à se retrouver. Alors, je précise quand même, hein, et ça fait partie de l'intérêt de votre livre, qu'il est loin d'être écrit uniquement sous forme d'injonction. Oui, voilà, c'est beaucoup plus un livre pour essayer de donner des pistes, d'essayer de comprendre, de se comprendre. Vous écrivez, la parentalité nous transforme, elle nous bouleverse et peut nous renfermer dans nos questionnements et nos doutes. Elle vient réactiver de nombreuses émotions très puissantes et archaïques. Ouais. Effectivement, quand on devient parent, on est parent. Du verbe être, on est parent en fonction aussi de ce qu'on a reçu en tant qu'enfant. Et inévitablement, quand la rencontre avec la parentalité, quand la parentalité nous tombe dessus, eh bien, il y a toute cette histoire-là qui vient aussi, qui vient nous retrouver. Donc c'est à la fois très beau, très fort. Mais ça peut parasiter. Mais ça peut parasiter. Et parfois, quand on a eu une enfance qui était difficile, voire parfois traumatisante, ça peut être des moments qui sont extrêmement difficiles pour les parents, qui viennent renvoyer des choses compliquées, et dont les parents surtout n'arrivent pas à se sortir et n'arrivent même pas à prendre conscience. Et là, ça vaut le coup d'aller voir... D'aller voir quelqu'un. Et c'est ça, pour ça que mon travail est passionnant, pour ça aussi. Lénaïque Stephens, on va vous retrouver juste après l'Anti-16. Je ne l'ai pas dit, mais il y a des illustrations dans ce livre. Elles sont signées Marie-Astrid Berton, livre qui est sorti aux éditions Erol. L'Anti-16, et on se retrouve. Avec plaisir. Emma Gessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Nous sommes aujourd'hui le 22 mars et c'est la journée mondiale de l'eau, sujet qui fait l'actualité quand même à peu près tous les jours. On va néanmoins faire de la géographie dans l'Anti-Sèche et prendre un peu de distance. Oui, parce que l'eau, c'est bien sûr un pan très important des programmes donc, de géographie. On commence dès la primaire en apprenant les différentes mers. Oui, il y a le cycle de l'eau aussi. Voilà, absolument. Et on continue au collège et au lycée en physique-chimie et de manière plus poussée en géographie. Et cela dépasse le champ de la géographie puisque l'eau, sa conservation, la protection des océans, c'est désormais un enjeu sociétal et politique avec le réchauffement climatique. Mais face à l'eau, on le sait bien, on n'est pas tous à égalité. Déjà, à l'échelle mondiale, il y a ce chiffre, 11% de la population n'a pas accès à l'eau potable selon l'Observatoire des inégalités, ce qui pose de graves problèmes sanitaires. Il s'agit essentiellement des habitants des pays pauvres. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, 50% des cas de sous-nutrition chez les enfants sont dus à la consommation d'eau non potable. Donc ces inégalités et une inégale répartition des ressources en eau également. Mais oui, prenons l'eau douce par exemple, qui représente déjà un pourcentage très faible puisque c'est 2,5% de l'eau disponible sur Terre. Elle est inégalement répartie sur la planète. On en trouve en Amérique du Nord, en Europe de l'Ouest et en Amérique du Sud. Mais c'est une ressource qui est très très convoitée au Moyen-Orient, au Maghreb ou encore dans la Corne de l'Afrique par exemple. Et puis, il y a les conflits, le dérèglement climatique, l'évolution démographique, l'urbanisation. Toutes ces données sont importantes pour l'accès à l'eau. D'ici 2025, donc demain en fait, la moitié de la population mondiale vivra dans des régions soumises au stress hydrique, c'est-à-dire que c'est lorsque les dépenses en eau dépassent les ressources en eau disponibles. C'est déjà le cas de 17 pays dans le monde, comme l'Inde et le Maroc, selon l'Institut des ressources mondiales. On a beaucoup parlé de l'absence de pluie en France ces dernières semaines. Pour autant, on n'est pas encore en situation de stress hydrique. Non. Pour l'instant, ce qui ne signifie pas que l'eau n'est pas un enjeu pour autant. Vous l'avez dit, c'est assez inquiétant. Au mois de février, la France a connu la plus longue sécheresse météorologique jamais enregistrée. Les climatologues sont inquiets car c'est une sécheresse qui s'installe dans le temps, qui s'accumule et qui donc a des conséquences progressives. Avec là encore une inégalité de répartition, certaines régions sont plus touchées que d'autres. Bah oui, il y a la Bretagne, il y a également les Pyrénées-Orientales qui sont en alerte sécheresse depuis juin 2022. On se souvient aussi de ces images cet été des lacs, des rivières asséchées.
comme en Provence-Alpes-Côte d'Azur, les gorges du Verdon. C'était très impressionnant de voir ces images de la Loire aussi, vides qui de étaient la très Loire. spectaculaires. Fin février, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, constatait que le niveau des nappes phréatiques accusait 2 mois de retard en termes de remplissage. Si bien que des mesures de restriction, bien qu'on ne soit pas en situation de stress hydrique, ont dû être prises début mars. Absolument. Actuellement, 4 départements sont en alerte renforcée. C'est le cas des Pyrénées-Orientales, d'une partie des Bouches-du-Rhône, dont Marseille, et d'une partie de l'Ain. Alerte renforcée, ça veut dire que sont interdits l'arrosage des pelouses, jardins et espaces verts, le lavage des voitures hors station, le remplissage des piscines privées ou encore le remplissage des fontaines. Alerte également dans le Var et dans la Drôme. Le reste du pays est pour le moment épargné par ces mesures. Et même s'il a plu au mois de mars, cela ne suffit pas à combler le niveau des nappes phréatiques et les climatologues, malheureusement, ne présagent rien de bon pour la suite et sont très inquiets pour l'été à venir. Merci Emma. Comme d'habitude, quand on parle climat, c'est rarement le journal des bonnes nouvelles. Voilà, c'est ça. On se retrouve pour la récré, là il y aura des bonnes nouvelles. Oui, il y aura des bonnes nouvelles. Grand oral, Lénaïque Stephens. Ce n'est pas notre enfant qui nous fatigue, c'est l'espace que nous lui avons laissé prendre ou la surcharge émotionnelle ou professionnelle qui nous pèse, écrit Lénaïque Stephens dans Parents, soyez heureux, petit guide illustré pour se libérer de la bien-pensance parentale qui vient de sortir chez Erol. Il ne faut pas se laisser envahir. Le premier conseil éducatif que vous donnez à un couple quand l'enfant arrive, c'est rester amoureux. Oui, tout à fait. Ça fait beaucoup rire Emma. C'est marrant de dire rester amoureux. Ah oui, parce que vous des bébés sans être amoureux. Ah mais non, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Oui, rester bien sûr. amoureux, c'est plus grave. Oui, parce que moi, je pense que rester amoureux est un challenge et c'est quelque chose qui se travaille. En fait, pour continuer à s'aimer, c'est plus facile de s'aimer quand on est amoureux. On peut faire la différence entre être amoureux et aimer. Oui. Et qu'il y a quelque chose de plus pétillant qui nous habite, et quelque chose du sentiment dans le fait d'être amoureux et de plus profond dans le fait d'aimer. Effectivement, moi, j'invite les couples à toujours se rappeler, et ça, c'est pas, on nous le dit pas tous les jours quand même, qu'ils sont le ciment de leur famille, que l'enfant est à l'origine. Enfin, que le couple est à l'origine de l'enfant et non l'inverse. Et non l'inverse. Ce n'est pas l'enfant qui réunit les deux parents. Et lorsque le couple se rend compte que l'enfant est l'origine, enfin, est la seule raison qui les unit, ça commence à se gâter. Ouais. Et c'est là qu'ils viennent me voir et que je dis alors, on va laisser un peu Hector, Théophile, Papy, Mamie, on va aller passer un petit peu de temps en amoureux pour. Et vous dites il faut parler le langage de l'amour. Vous donnez des conseils hyper concrets en page 29. Ouais. Il y a les services rendus, les paroles volontaires, les moments de qualité, les gestes de tendresse, les cadeaux. Oui. En effet, ça c'est une théorie de Gary Chapman qui dit qu'on a chacun des façons d'exprimer son amour différentes. Donc il y en a qui parlent les services rendus, donc qui expriment leur amour en rendant des services, d'autres qui expriment leur amour en faisant des cadeaux. En rendant des services, c'est débarrasser le lave-vaisselle, tondre la pelouse, préparer le dîner, faire le lit, etc. C'est très concret, non, mais moi je trouve que c'est très concret. Ah mais oui, mais c'est l'intérêt du bouquin. Voilà. Et en fait, même donc si le papa il a besoin de recevoir des cadeaux pour comprendre que sa femme l'aime et que. Mais c'est un excellent exemple, Lénaïque. Voilà. Donc si papa a besoin de ça et que sa femme ou maman a besoin de qu'on rende des services pour exprimer son amour, ou elle rend des services pour exprimer son amour, et ben là on voit le décalage. En tout cas, oui, c'est ça. Voilà. Et le couple peut se dire mais je comprends pas, il m'aime pas. Et le papa va dire mais je t'ai offert encore un bouquet de fleurs la semaine dernière. Oui, mais moi c'est pas. Ce serait sympa de débarrasser le. Voilà, exactement. Ouais. Et donc moi je trouve que le couple. Je comprends des trucs en vous écoutant quand même. Voilà. Pour être heureux, il faut aussi affronter. Dites-vous que tout n'est pas drôle dans le fait d'éduquer un enfant, tout n'est pas épanouissant. Vous prenez l'exemple d'aller au parc. Ouais, avec ses enfants et vous dites en fait c'est pas forcément passionnant non plus quoi. Voilà, en fait moi je parle beaucoup, je trouve que c'est très important de libérer la parole sur de parler du quotidien. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire on adore, on est fait pour avoir des enfants et c'est la merveille de notre vie, etc. Et même des tout petits jusqu'aux très grands et tout, mais il y a aussi des fois où en fait on a très envie d'aller ailleurs. Et effectivement je parle du parc dans une chronique où je dis en fait j'emmène mes enfants au parc et je me rends compte au bout de 2 secondes qu'en fait on s'ennuie au parc et on a envie de faire autre chose. Heureusement, il y a papa qui arrive, etc. Effectivement, je fais beaucoup d'humour, mais je trouve que c'est un vrai sujet, l'acceptation de l'ambivalence parentale. Et moi, j'en parle beaucoup. De dire c'est pas drôle tous les matins, quoi. Et de dire c'est pas drôle, et on a le droit de dire que c'est pas drôle, et on a le droit de dire qu'on a envie de faire autre chose. Le tout étant de ne pas le faire peser sur l'enfant, parce que c'est pas de sa faute non plus, il n'a pas demandé à être là, et lui, on s'en occupe, on Moi, aime. c'est ce que je dis. Voilà, quand les enfants les parents disent oui, je suis obligée de l'emmener là, il me fait payer. Moi, je l'ai emmené au McDo, et du coup. Il déjà pas eu l'idée du siècle, hein. Vous direz notre nutritionniste préféré. Je l'ai emmené, je lui fais plaisir et il est pas sympa. Je dis soit vous le faites parce que ça vous fait plaisir aussi.
vous êtes heureux de faire ça avec votre enfant. Soit vous ne pouvez pas le punir de ça. Quoi. Voilà, exactement. Donc, et on a le droit, c'est ok aussi de dire ça me plaît pas trop, ça j'ai pas très envie de le faire. Je me force aussi, il y a des choses qu'on est obligé de faire. C'est beau aussi de se donner pour ses enfants. Je dis pas qu'il faut faire que ce qui nous plaît et laisser tomber le reste, mais je trouve que il faut quand même penser à soi. Voilà, exactement. C'est important de reconnaître qu'il y a des choses qui nous plaisent et des choses qui nous plaisent pas, et c'est ok, quoi. Si jamais tout cela échoue et que ça tourne mal et qu'il y a séparation, ce que vous dites aussi, c'est que c'est pas forcément dramatique pour les enfants. Bien sûr. Moi, je trouve que le plus important, c'est d'être heureux. Et c'est d'aller toujours chercher les choses qui nous rendent heureux et heureuses. Et parfois, dans un couple, effectivement, on a besoin d'aller aussi remplir son réservoir d'amour ailleurs pour être plus disponible pour ses enfants ensuite. Et effectivement, la séparation parentale, si elle est bien annoncée, si elle est parlée, si elle est vécue dans la paix aussi, parce que c'est toujours la paix le plus important dans la famille, elle peut être vraiment bien vécue par les parents. Par les enfants. Et par les parents aussi, du coup. Il vaut mieux des parents apaisés, séparés, que des parents en conflit en permanence auprès des enfants. Lénaïque Stephens, psychologue invitée du Grand Oral pour son livre « Parents, soyez heureux », c'est chez Erol. On se retrouve juste après la récré. Emma, rebonjour. Bonjour. On voyage un petit peu. Aujourd'hui, de Paris à Toulouse à vélo, vous avez suivi le périple de 2 étudiants. Absolument. Vous allez nous le faire suivre, surtout. Voilà. Non, moi très peu pour moi. Mais parce qu'ils ont pédalé 85 km par jour, tous les jours, pendant 10 jours. Ah oui, quand même. Voilà. Donc ils sont courageux. En vrai vélo ou comme moi avec le truc, la batterie, tout ça? Non, en vrai vélo. Ah, oui. En vrai vélo. Ils s'appellent Alban et Grégoire, ces 2 étudiants qui ont donc fait ce pari fou d'un grand voyage à vélo. L'idée, elle est assez claire depuis le départ, c'est sensibiliser les gens à l'écologie. Si on peut faire une aussi longue distance à vélo, les gens peuvent le faire pour leur trajet du quotidien. Il y avait donc du sens, il y avait un message, ils se sont quand même entraînés avant de partir. Pas de VTT ou de sprint d'ailleurs, juste des trajets avec vélo Toulouse. Mais oui, c'est un peu le Vélib, mais alors, Vélib c'est pour les Parisiens, vélo voilà, Toulouse c'est à Toulouse. Exactement, ce sont ces vélos en libre service. Et d'ailleurs, l'entreprise qui est gestionnaire de ces vélos en a débloqué 2 pour eux et les a floqués à l'effigie de ces 2 jeunes hommes pour le voyage. Ils ont donc partagé tout leur périple sur Instagram. Allez voir, ça s'appelle Try It Concept. Et en regardant leur story, je crois qu'actuellement, ils sont en Colombie déjà et qu'ils ont décidé de faire toute la Colombie en bus. Donc allez les suivre. Ils sont très sympas, c'est assez drôle de suivre leurs aventures. Et alors le prochain challenge, j'ai adoré. Ils ont prévu de traverser l'Occitanie en trottinette électrique. Voilà. D'accord. Donc on suivra leurs aventures. On sait étudiants quoi ils sont parce que c'est des études c'est des études. Oui, c'est ça. vrai. C'est des jeunes étudiants, quoi. Ils ont pris une petite année sabbatique. Ouais, c'est ça, au Voilà. moins. Le rêve, la vie de château. Totalement. En tout cas, les causes sont nobles. Merci beaucoup pour cette récré, Emma. Comme vous voyez, les bonnes nouvelles, vous y arrivez. Ça vous donne le sourire, ça donne la patate. Chroniqueuse, soyez heureuse. Allez, parents, soyez heureux. C'est le bouquin de Lénaïque Stephens, Grand Oral. La parentalité positive n'est pas une parentalité permissive, elle fixe les limites dont l'enfant a besoin de manière à l'aider à s'épanouir pleinement. Elle respecte les droits des enfants et favorise l'éducation dans un milieu non violent. Je cite là un extrait, alors à la fois du livre de Lénaïque Stephens, mais un extrait de la recommandation du Conseil des ministres des États membres du Conseil de l'Europe, citation que vous reprenez à votre compte. Il y a une querelle assez byzantine pour moi, je vous l'avoue, en ce moment, entre les tenants de l'éducation positive et les tenants de l'éducation exclusivement positive. La nuance est quand même ténue, non ? Oui, alors elle est ténue en théorie, en pratique elle n'est pas vraiment ténue. C'est-à-dire qu'en pratique, on voit quand même beaucoup de parents qui sont aussi perdus dans ces injonctions-là. Et qui prennent au premier degré, c'est ça ? Qui prennent au premier degré. Parce que moi j'ai relu, on avait accueilli nous Catherine Guéguen, qui défend l'éducation positive et qui se retrouve attaquée par un certain nombre de personnes aujourd'hui. On l'avait reçue ici et j'ai retrouvé des citations et elle dit une éducation positive, elle est fondée sur l'empathie, la non-violence, assortie d'un cadre avec des règles claires. Ouais. Lui manifester de l'empathie à l'enfant, ça ne veut pas dire céder, c'est l'aider à se réguler. Donc elle ne dit pas du tout, il n'y a pas de limite. Bien sûr, le problème, c'est la mise en pratique. C'est ça, c'est que les gens comprennent. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, sur le papier et dans les mots, c'est facile de dire ça, de mettre des limites, etc. Concrètement, quand on est au quotidien, quand on a un enfant qui nous fait une crise à 17h parce qu'il veut un 3e Kinder et qu'on lui dit bah non, qu'est-ce qu'on fait ? Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de réponse. On dit non, mais ça suffit pas. Hein. C'est vrai ? Il faut venir dans les cabinets de consultation pour voir ce qui se passe. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de dire à un enfant de 3 ans, non, ça se passera pas comme ça. Alors pour autant, je suis d'accord avec vous. Enfin, je suis d'accord. De toute façon, vous avez bien plus raison que moi, vous les connaissez. Mettons que ça ne suffise pas, mais je peux aussi, tout en ayant dit non, ne pas culpabiliser d'avoir dit non. Qu'est-ce qui fait que je culpabilise ? Non, c'est pas une question de culpabilité, c'est une question d'efficacité. Parce qu'il faut aussi prendre ça en compte, c'est que il y a 2 chantiers dans l'éducation des enfants. Il y a le premier chantier qui est celui de l'amour.
qui est celui de la tendresse, de montrer à l'enfant que le monde qui l'entoure est un monde aimant, tendre, qui va le faire grandir dans un monde beau. J'envoie des messages de sourire, de confiance, d'empathie, de tu vas y arriver, oui, c'est vrai ce que vous dites. Le premier truc, c'est d'être là déjà. Voilà, des tout petits bébés, on est là en permanence, etc. Globalement, jusqu'au 1 an de l'enfant. À partir d'1 an, ces messages-là ne suffisent plus et l'enfant nous envoie un deuxième besoin qui est celui des limites. D'accord ? Et on voit très bien l'évolution. Hein. C'est des parents qui nous disent pendant 1 an ça a été le bonheur et là du jour au lendemain j'ai plus le même petit, il s'est mis à mettre les doigts dans la prise, à jeter son petit pot de la chaise haute parce qu'il aimait pas les carottes, etc. Et là on voit vraiment que d'un coup on a rempli le réservoir d'amour de l'enfant globalement à peu près pour toute la vie hein, quand on a été très présent, etc. Et l'enfant a besoin d'autre chose. L'enfant a besoin des limites. Et c'est à ce moment-là qu'il faut être très présents, nous les psys et les accompagnants, enfin nous ceux qui accompagnent les parents, pour donner des propositions concrètes pour contenir un petit peu tout ce qui déborde chez les enfants. C'est à ce moment-là que le contenu est rempli, mais le contenant a besoin de prendre une forme socialement adaptée, le contenant du psychisme. Je comprends, mais vous avez vraiment des parents qui vivent mal le fait de devoir dire non à leur enfant quand il met le doigt dans une prise. Bien sûr, alors il y a le fait de vivre mal, c'est-à-dire que ils se disent qu'est-ce que j'ai le droit de faire, est-ce que j'ai le droit de lui dire non, etc. Ça on leur dit facilement, mais il y a aussi en fait je savais pas que j'avais le droit de dire non, donc en fait j'ai beaucoup crié. Je crie beaucoup, je sais pas comment punir. C'est la façon de dire non. C'est la façon de dire non, et puis il faut voir aussi les enfants aujourd'hui à qui on n'a jamais globalement dit non. Parfois il y a des enfants qui arrivent à 3, 4, 5 ans en cabinet de consultation, ils n'ont pas dit non pendant quelques années, donc c'est des enfants qui sont un petit peu quand même, à qui on a tout permis, ou en tout cas mal interdit, je dirais. Et pas assez fermement et efficacement interdit. Donc les enfants, ils sont sans repère. Ils ne savent plus ce qui est autorisé et interdit. Donc ce sont les premières victimes, les premières victimes de ça. Et donc ils débordent un petit peu à l'école. Ils sont en roue libre, quoi. Ils sont un petit peu en roue libre, effectivement. Ouais. Et ils ont besoin de ce cadre-là. On a tous besoin d'un cadre hyper ferme, en fait. Et donc les parents, le vrai sujet, c'est pas que les parents viennent nous voir parce qu'ils savent pas comment dire non. C'est que les parents viennent nous voir parce qu'ils nous disent je crie. Je punis en criant très très fort, je prive de dessert, j'ai envie de donner des fessées, parfois même les parents nous disent je donne des fessées en fait. D'accord, mais ce qui est quand même pas une bonne idée. Ce qui est une très très mauvaise idée globalement de donner des fessées. Donc moi je dis par exemple simplement, quand votre enfant déborde, tout de suite au moment où il déborde, vous dites écoute, va 5 minutes dans ta chambre pour te calmer. Donc ça c'est le fameux time out. C'est le fameux time out effectivement. Qu'on appelait va dans ta chambre quand j'étais jeune, ça fait un concept plus vendeur j'imagine, en mettant de l'anglais là-dedans. Voilà, bon moi je dis va dans ta chambre, simplement dire à l'enfant, on dit comme on veut, on dit va respirer un petit coup, va respirer un petit coup, va dans ta chambre, etc. Mais c'est aussi pour protéger le parent. Il vaut mieux dire à son enfant, ok, là, je suis pas d'accord avec ce qui se passe, tu vas te calmer 5 minutes dans ta chambre. Plutôt que de l'agonir d'injures ou de... Voilà, et d'attendre 18h, 20h. Ou de lui mettre une claque. Exactement, et c'est ça la réalité, hein, même si elle est malheureuse. Vous citez Winnicott, il faut essayer d'être un parent suffisamment bon. Je fais comme ça parce qu'il y a des guillemets, suffisamment bon. C'est une jolie définition. C'est une très très belle définition que j'aime beaucoup et dont je parle beaucoup. C'est-à-dire que Winnicott nous invite à être juste assez, c'est-à-dire comme il faut soi-même. Et qu'on a en nous, Winnicott pense qu'on a en nous les ressources pour être un bon parent. Être un bon parent, c'est quoi ? Moi, je pense que c'est s'adapter aux besoins des enfants en fonction de son âge et de répondre à ce besoin-là en fonction de son âge. Donc, se mettre à la hauteur de l'enfant. Mais pas essayer d'être à la perfection. Exactement. Il y avait la phrase qu'on prête à Freud aussi sur le fait qu'une maman venait le voir en disant je vais avoir un enfant, j'ai peur d'être une mauvaise mère, où il aurait répondu ne vous en faites pas, vous serez une mauvaise mère. Oui, voilà. Sous-entendu, de toute façon, la perfection n'est pas de ce monde. Voilà, exactement. Bon, mais en tout cas, en attendant, on essaie d'être heureux et d'être à deux idéalement. Et puis on a bien compris que si on se séparait, c'est pas forcément un drame absolu. Mais c'est pas le but du jeu du bouquin non plus. Parents, soyez heureux, petit guide illustré pour se libérer de la bien-pensance parentale chez Erol. Vous restez avec nous. Avec plaisir. Va voyager dans le temps si vous le voulez bien. Emma, merci beaucoup. Merci. Et c'est Marie-Olivier qui nous fait voyager dans le temps, cours particulier. Marie-Olivier, bonjour. Bonjour Emmanuel. On part aujourd'hui dans le cours particulier à la rencontre d'une éducatrice absolument formidable, la fondatrice de l'enseignement professionnel pour les femmes, Élisa Lemonnier. Oui, Élisa Lemonnier, c'est une éducatrice du 19e siècle, contemporaine de Marie Pape Carpentier. Dont on avait parlé, la créatrice de l'école maternelle. Vous lui aviez consacré une chronique il y a quelques semaines. Oui, exactement. Marie-Julienne Élisa Gramaille, c'est son nom de jeune fille, Élisa Lemonnier, née en 1805 à Sorèze, dans l'actuel département du Tarn. Et elle est la troisième d'une famille de 5 enfants. Son père, pour occuper ses jours,
journée dans sa petite ville tranquille, aime à s'instruire et à développer l'esprit de ses enfants. Ce qui est fort sympathique, le problème étant qu'il meurt quand Elisa est toute jeune. Exactement, il meurt très tôt. Elisa se retrouve orpheline de père à 12 ans. Elle est alors élevée par sa grand-mère maternelle qui vient aider sa fille dans l'éducation de ses 5 enfants. Et Elisa est ensuite envoyée chez ses cousins dans le Tarn. Ces années exercent vraiment une grande influence sur le développement d'Elisa. Elle y apprend les bonnes manières, mais aussi l'histoire, la géographie ou encore la lecture. Et elle apprend ça uniquement avec les cousins ou elle va à l'école? Alors elle apprend tout ça chez ses cousins sur les pentes de la Montagne Noire, mais elle va évidemment aussi à l'école élémentaire avec son frère Émile. Là-bas, elle y apprend l'arithmétique, l'histoire ou encore le dessin. Et à 15 ans, Elisa revient dans la maison familiale de Sorèze, où elle fréquente les filles du directeur du collège de la ville, collège libéral aux influences saint-simoniennes. Et collège par le biais duquel elle rencontre Charles. Exactement, son le futur grand époux. Charles, tout à fait. Charles. Elle rencontre son mari Charles dans l'un des salons organisés par le directeur du collège de Sorèze, François Ferlus. Charles est professeur de philosophie. Et après leur mariage, Elisa et Charles habitent une dizaine d'années dans cette ville de Sorèze, puis à Bordeaux, où Charles devient avocat. Et donc Charles Lemonnier, elle devient Elisa Lemonnier, Bordeaux et Paris, à un moment donné. Et Paris, il déménage pour le travail de Charles. Elisa et Charles fréquentent tous les deux, à l'époque, les milieux révolutionnaires parisiens. Et ils traversent avec entrain les journées de 1848. Mais quelque chose frappe Elisa à Paris, en cette période particulièrement troublée, c'est la misère et la pauvreté. Et elle est notamment frappée par le dénuement, les conditions du précaire de nombreuses personnes, et des femmes notamment. Exactement, des femmes qui vivent dans une grande précarité et qui n'ont pas les ressources pour trouver un emploi, qu'elles n'ont jamais été formées à quoi que ce soit. Donc Elisa décide de louer un local rue du Faubourg-Poissonnière à Paris, qu'elle nomme Atelier national des fournitures pour les hôpitaux et les prisons. C'est un atelier dans lequel on fabrique quoi? Alors en fait, elle embauche des femmes dans cet atelier, la plupart des mères de famille. Elle leur apprend à coudre, à confectionner des couvertures ou des vêtements. Et en échange, ces femmes reçoivent un salaire. Mais en fait, Elisa s'aperçoit qu'il faut aller plus loin parce que les ouvrières sont maladroites. Donc elle envisage de créer une réelle formation professionnelle pour les jeunes filles cette fois. Et elle fonde la Société de protection maternelle. On est en 1856. C'est ça, Elisa et 18 de ses amis fondent cette société avec pour but de fournir un enseignement gratuit pour sortir les jeunes filles de la misère grâce à l'éducation et à l'instruction professionnelle. Elisa est soutenue dans ce projet par de nombreuses personnalités comme Alexandre Dumas, la famille Rothschild ou encore Rosa Bonheur. Rosa Bonheur, dont Emma Guessel nous avait parlé il n'y a pas très longtemps. Et grâce à tous ces soutiens, à la fois symboliques mais aussi financiers, elle fonde en 1862 la Société pour l'enseignement professionnel des femmes. Exactement, la première école professionnelle pour jeunes filles ouvre à Paris cette année-là et rencontre un franc succès. En 1890, on dénombre 8 de ces écoles à Paris et 500 élèves. Qu'apprennent les jeunes femmes dans ces écoles Lemonnier? Alors figurez-vous que c'est Elisa qui garde le choix des programmes et des rythmes scolaires. Le matin, les jeunes femmes ont des cours de français, d'arithmétique, d'histoire, de chimie ou de physique. Et l'après-midi est dédié au droit civil, commercial, à l'anglais, au commerce, à la tenue de livres de compte, par exemple. Il y a aussi du dessin, de la gravure ou des ateliers de couture. Et elle accueille uniquement ces femmes fragiles, précaires qu'elle avait vues en arrivant à Paris? Alors pas toutes, parce qu'en fait cette nouvelle école elle est quand même un peu payante, c'est de l'ordre de 12 francs par mois. La plupart des jeunes filles sont issues donc de milieux d'ouvriers aisés ou de la petite bourgeoisie, mais des bourses peuvent aussi être octroyées pour que d'autres jeunes filles un peu moins aisées puissent venir. Et quelle est alors la postérité d'Elisa Lemonnier? Il y a des lycées Elisa Lemonnier, ça je le sais, notamment à Paris, des lycées professionnels d'ailleurs. Exactement, ouais. Dans le 12e, il y a une rue aussi qui porte son nom. Et en fait, en donnant accès à l'éducation aux jeunes filles, Elisa a précédé l'action de Camille C, qui, une vingtaine d'années plus tard, créera les lycées de jeunes filles. Et évidemment, vous l'avez dit, des écoles et des lycées existent un peu partout à Paris, mais aussi en France. Merci beaucoup Marie pour ce portrait d'Elisa Lemonnier, très beau portrait de grande pédagogue du 19e siècle. Merci aussi à vous Lénaïque de nous avoir accompagnés. Parents, soyez heureux, petit guide illustré pour se libérer de la bien-pensance parentale. C'est chez Erol. Les illustrations sont signées Marie-Astrid Berton. Merci aussi évidemment, comme toujours, à toute l'équipe de l'émission. Sophie Coulon pour le maquillage, Marine Plantec pour la préparation de l'émission avec en régie Dylan Colère aujourd'hui, Saïd Mamou pour le son, Théo Boscar pour la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.